Voici les titres de cette édition. Financement des collectivités décentralisées. Une délégation nigérienne en séjour de travail à Conakry a échangé avec les cadres de l'ANAFIC sur les mécanismes de mobilisation des recettes. Un partage d'expérience au bénéfice des deux pays. L'appui à la promotion de l'emploi se poursuit. Le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle vient de lancer un atelier dans le cadre du programme 20 000 emplois que porte ce département. Un partenariat vient d'être signé entre le gouvernement, le Fonds du développement social et de l'indulgence et les structures sanitaires du pays pour aider à la prise en charge des personnes vulnérables du pays. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le Premier ministre chef du gouvernement a reçu ce mardi une délégation de l'Organisation internationale de la francophonie. Les échanges entre Dr Bernard Gomou et la délégation ont porté essentiellement sur la conduite de la transition en Guinée. Le chef de mission, à sa sortie d'audience, s'est prêté aux questions de la presse. Il est au micro de Ousmane Bangoura. Suivez. Il y a une année, la francophonie avait mis des experts ici pour appuyer les institutions pour un retour à l'ordre constitutionnel. Donc ma mission ici est de faire une évaluation. Où sont les travaux, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui a été fait. S'il y a aussi des besoins supplémentaires que le gouvernement guinéen aurait besoin. On en a parlé avec le Premier ministre. On lui a présenté les 4 chantiers dans lesquels la francophonie est engagée. Il est très satisfait du travail que nous sommes en train de faire ici. Et nous nous félicitons également que les experts, nos experts et les institutions ici travaillent bien. Et ils nous ont aussi, par la même occasion, le Premier ministre nous a donné le processus de transition où il en est. Qu'est-ce qui est en train d'être fait? Qu'est-ce qui a été fait depuis une année? Quel est justement le programme qui va être jusqu'aux élections qui sont prévues, comme ils sont été avec la CEDEAO, pour l'année prochaine. Donc tout ça, vraiment, on trouve que c'est un travail qui est remarquable, qui est en train d'être fait au niveau du processus de transition. Et je pense que nous serons là encore pour accompagner ce processus jusqu'à la fin. Et puis, analyse de la situation alimentaire et nutritionnelle du pays. Il s'agit pour la FAO, le PAM et le FIDA de trouver conjointement des solutions idoines afin d'accompagner le gouvernement guinéen dans l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Le compte-rendu avec Bakary Bambakonde. En dépit de ces nombreuses ressources naturelles, 62% des Guinéens sont en situation d'insécurité alimentaire selon l'indice de développement de 2022. C'est pourquoi les institutions des Nations Unies basées à Rome, notamment la FAO, le PAM et le FIDA, se sont réunies pour ensemble analyser les moyens de renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Guinée. La situation globale démontre que plus de 2 300 000 personnes étaient en novembre 2022 en situation d'insécurité alimentaire. Tout cela veut dire tout simplement que la population guinéenne a besoin de plus d'efforts, de plus de conjugaison d'axes et d'approches, de stratégies et même de politique pour parvenir à s'en sortir de cette situation préoccupante. Comment rehausser le niveau de production du monde agricole, booster les éleveurs et appuyer les populations vulnérables sur le plan alimentaire, des questions largement débattues au cours de cette réunion. L'objectif est de trouver des pistes de financement pour soutenir l'État afin de renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations, en particulier les plus vulnérables. C'est vrai que le Guinéen mange trop de riz et il est important à appeler tous les Guinéens que ce n'est pas simplement le riz qui est une nourriture. On a beaucoup de choses. Nous avons assez de terre. On peut produire beaucoup de choses. Il y a l'igname, il y a le haricot, il y a la pomme de terre. Il y a beaucoup de choses. On peut toujours diversifier. Notre objectif est d'améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations, qu'elles soient en capacité d'avoir accès à la nourriture disponible de qualité saine, équilibrée, de manière constante et qu'ils puissent l'utiliser régulièrement. À l'issue de cette présente réunion, le constat révèle que si des actions concrètes ne sont pas prises, la population en situation d'insécurité alimentaire pourrait augmenter de 40% d'ici août 2023.
Parlons toujours de développement. Des cadres nigériens en séjour de travail à Conakry ont échangé avec les acteurs de l'ANAFIC. Les mécanismes de mobilisation de ressources et de financement des collectivités ont été passés en revue. Le point avec Mohamed Lamine Kamara. Aujourd'hui, l'ANAFIC est réputée dans la sous-région comme étant un des instruments les plus efficaces en termes de financement des collectivités locales. Cela se matérialise par la qualité de son mécanisme de gestion des fonds et surtout la façon dont les outils mis à sa disposition sont développés. Raison pour laquelle certains pays africains ne cessent d'effectuer des voyages d'études pour des échanges d'expériences, comme le recommande la charte du réseau africain des agences de financement. Cette mission nigérienne est ici à Conakry pour s'inspirer du modèle de mobilisation des ressources. Ce que nous avons remarqué au niveau de l'ANAFIC, donc de la Guinée, c'est que les ressources sont assez bien mobilisées, c'est-à-dire la participation de l'État de Guinée, l'engagement est très très fort, alors que de l'autre côté de la barrière chez nous, l'État s'engage moins par rapport aux partenaires techniques et financiers. Puisqu'il faut le dire quand même que les collectivités, que ce soit au Niger ou en Guinée, ont plus ou moins 3 sources de financement. Il y a les financements de l'État, il y a aussi le financement des partenaires techniques et financiers et les financements sur ressources propres. Ici, au siège de l'agence, la direction générale a mis l'occasion à profit pour présenter et expliquer les mécanismes de fonctionnement et de financement des collectivités à travers la mutualisation des 3 fonds récemment obtenus. Si une institution comme l'ANFIT du Niger a bien voulu se déplacer, venir jusqu'en Guinée, s'inspirer de notre expérience, ça veut dire que nous avons quelque chose à vendre. Et ce qui est à vendre surtout et qui est à l'actif de nouvelles autorités avec à sa tête le colonel Mamadi Doumbouya, c'est cette décision qui a été prise de mutualiser tous les fonds au niveau de l'ANAFIC et en faisant de l'ANAFIC l'instrument unique de financement des collectivités. À travers une visite guidée, la mission nigérienne a rencontré les cadres des départements sectoriels impliqués dans le processus de financement des collectivités de Guinée. Cette mission se rendra également à Koba pour toucher du doigt les réalisations et autres atouts dont la communauté bénéficie de l'ANAFIC. Sécurité à présent, avec la tenue de la 17e Assemblée générale du Comité des chefs de police de l'Afrique de l'Ouest. Pendant cette rencontre, les chefs de police de la CEDEAO ont débattu du fléau que constitue le terrorisme. Le ministre de la Sécurité, accompagné d'une délégation, a pris part à cette rencontre de Niamey. Compte rendu, Garay Diallo. La sécurité dans l'espace sous-régional focalise les attentions et mobilise les responsables de police de l'Afrique de l'Ouest. Au menu des échanges, la lutte contre le terrorisme, les crimes organisés et les trafics d'armes. Pendant 2 jours, les responsables de la sécurité affûtent les armes pour définir de nouvelles stratégies. Déjà, la carte de la prévention est sur la table de discussion. Aujourd'hui, les menaces ne sont plus circonscrites au seul Sahel ou au seul bassin du lac Tchad. Elles se sont étendues malheureusement aux pays côtiers ouest-africains. Du reste, ces organisations armées terroristes ne cachent pas leur intention de couvrir l'ensemble de la sous-région. L'insécurité dans les pays du Sahel et dans les zones côtières de l'Afrique de l'Ouest doit être appréciée comme un enjeu de sécurité mondiale. À cette rencontre de Niamey, le ministre de la Sécurité, Bachir Diallo, est l'émissaire du chef de l'État. Durant les échanges, des pistes de solutions sont mises en avant. Cette année, le thème central, c'est la lutte contre le terrorisme, phénomène qui s'étend de plus en plus vers les pays côtiers. Et l'objectif de ce forum, c'est de réfléchir et de proposer au gouvernement, aux différents gouvernements, les meilleurs mécanismes pour lutter contre ce phénomène qui affecte la stabilité de nos pays. Les acteurs s'engagent dans la mise en œuvre des recommandations issues des travaux.
Une importante quantité de drogue saisie ce mardi par la brigade flottante de la Marine nationale. Le ministre de la Défense nationale, le chef d'état-major général des armées et le procureur général se sont rendus sur les lieux pour constater de visu cet exploit de la Marine nationale. Le constat avec capitaine Fodé Aboubakar Bangoura. C'est dans ce bateau de pêche, griffé sous le nom de Lima 1, qu'on a trouvé cette quantité importante de drogue, dissimulée en profondeur dans les cales du bateau. C'est un coup de filet reçu de l'état-major de l'armée de mer. Sitôt informé de la situation, le ministre de la Défense nationale, en compagnie du chef d'état-major général des armées et le procureur général, se sont rendus sur les lieux. Au reçu de la mission, suite à des renseignements, c'est une collaboration, une synergie qui nous a conduit à ce résultat. Nous nous veillerons à ce qu'on accomplisse notre mission régalienne, à savoir quoi? La surveillance et la défense de l'espace maritime de la République de Guinée. On n'acceptera pour aucune raison que ce soit qu'on viole notre espace maritime. À partir de l'instant, nous prenons en charge la procédure. Moi et mon équipe, constituée, n'est-ce pas, des officiers de police judiciaire, nous allons dès maintenant, n'est-ce pas, entamer la procédure. Nous avons déjà élaboré un plan d'enquête qui sera dès l'instant mis en œuvre. Nous aurons apporté la réponse judiciaire qu'il faut, n'est-ce pas, interagissement. Cet Africain composé de 3 Ghanéens, 4 Sierra-Léonais et 3 Guinéens ont été interceptés par les agents de la brigade des unités flottantes de la Marine nationale. Un acte salué par le ministre de la Défense nationale. Ici, on veut faire passer le message du chef suprême des armées, l'échantillon que vous-même vous avez constaté dans les cales de bateau, que vous prenez à partir de maintenant. L'enquête à main, nous on se dessaisit de tout et nous restons à votre entière disposition. Je vous adresse toutes mes félicitations pour cette brillante action qui montre au monde entier que le pays est commandé et que l'État est tenu par des hommes responsables. De nos jours, la Marine nationale est dotée des moyens adéquats pour la surveillance efficace des eaux maritimes guinéennes. Nuit et jour, ces fusiliers marins bien équipés sont en mer pour intercepter ces fraudeurs. Justice avec le dossier Massila, cette affaire survenue il y a une année et qui avait suscité beaucoup d'indignation. Les médecins accusés de viol, de coups et blessures volontaires et de délits d'avortement sont situés actuellement sur leur sort au TPI de Mafanko. De lourdes peines sont prononcées, une réparation qui soulage les avocats de la victime et du ministère public. Tcherno Younoussaba. Verdict dans l'affaire Massila. Au terme de plusieurs mois de bataille judiciaire entre les parties au procès, le dossier connaît désormais son épilogue. Le tribunal de Mafanko prononce sa décision. Des peines de prison allant d'1 an d'emprisonnement à 20 ans de réclusion criminelle sont rendues contre des personnes coupables des crimes de viol, coups et blessures volontaires et des délits d'avortement. Pour la répression, condamne Patrice Lama et Daniel Lama à 15 ans de réclusion criminelle chacun. Condamne en outre Sebori Sissé à 1 an d'emprisonnement. Condamne enfin Célestin Milimono à 20 ans de réclusion criminelle et décerne mandat d'arrêt contre lui. Outre des peines de prison, Patrice Lama, Daniel Lama, Célestin Milimono et Sebori Sissé sont condamnés à verser 1 milliard de francs guinéens à la famille de Massila au titre des dommages et intérêts pour toute cause de préjudice confondue, ce qui réconforte le ministère public et la partie civile. Le tribunal m'a suivi en partie parce que j'ai requis dans le même sens. Oui, le dossier Massila, vous n'êtes pas sans le savoir, a touché pas mal de Guinéens compte tenu de l'ampleur. Donc aujourd'hui, si on a une telle décision, ça engage la responsabilité de tout un chacun, surtout nos médecins. Et il ne faudrait pas faire un être humain sacré par la Constitution, je peux même me permettre de dire la charte, comme étant un cobaye. Donc cette décision va avoir un impact au niveau de nos médecins. Tabou aujourd'hui sera un jour gravé dans l'histoire de la Guinée. J'en suis convaincu. Comme vous le savez, c'est un verdict aujourd'hui qui conseille, n'est-ce pas, des
des personnes perverses narcissiques, à freiner leur attitude. Massila, aujourd'hui, certes, nous a quittés, mais ce verdict, n'est-ce pas, nous ramène pour dire que c'est plus jamais ça, puisque c'est un jugement, c'est un verdict qui a été rendu dans les règles de l'art. Dans la même décision, il est interdit à Patrice Lama, Daniel Lama et Célestin Minimono l'exercice de la médecine pendant 5 ans et la décision empêche Sebouri Cissé l'exercice du même droit pendant une période de 3 ans. Et les avocats des condamnés comme celui de Sebouri Cissé comptent exercer recours contre le verdict du tribunal. Promotion de l'emploi en Guinée, le bureau de suivi des priorités présidentielles offre des stages aux jeunes Guinéens. Il a lancé ce mardi dans ses locaux une session de formation sur l'employabilité à l'intention d'une quinzaine de participants venus de l'Agence guinéenne de la promotion de l'emploi. Cette formation, qui s'étend sur 3 jours, va permettre à ces jeunes d'acquérir des connaissances sur le bureau de suivi des priorités présidentielles. Fatoumata Kourouma. La formation concerne une dizaine de jeunes stagiaires proposés par l'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi AGIP au bureau de suivi des priorités présidentielles BSPP. Ce renforcement de capacité qui va s'étendre sur 3 jours va permettre aux nouveaux stagiaires de s'intégrer et surtout d'être outillés sur les bases fondamentales du bureau de suivi des priorités présidentielles. Nous avons reçu dans le cadre de notre programme de stage 14 nouveaux stagiaires qu'il fallait orienter. Donc ça permet non seulement de dire ce qu'est le BSPP, d'asseoir les bases de notre travail et surtout les intégrer à l'équipe. C'est un programme qui permet à chacun, y compris les anciens, de revoir les fondamentaux de ce qu'est le BSPP, quel est notre business et comment nous allons travailler et leur présenter le programme de travail 2023. À travers ce partenariat entre l'AGIP et le BSPP, ces jeunes auront également l'occasion d'apprendre et comprendre le fonctionnement des entités publiques, à développer leurs capacités professionnelles basées sur des résultats et ainsi faciliter leur insertion socio-professionnelle à la fin du stage. C'est un partenariat que nous avons engagé depuis un certain temps avec le bureau de suivi des priorités présidentielles dans le cadre de notre mission qui est celle de la promotion de l'emploi. Nous avons pu placer quelques jeunes au niveau du BSPP, ils vont venir apprendre et in fine espérer trouver de l'emploi dans les services publics et pourquoi pas dans le secteur privé. Le BSPP est un service stratégique et nous pensons qu'ils vont vraiment apprendre beaucoup de choses qui vont leur servir à l'avenir. Le BSPP forme et prépare la jeunesse pour son futur emploi. Il nous prépare à maîtriser mieux les postes que nous allons obtenir dans les différents ministères ou bureaux, à pouvoir les gérer et à pouvoir apporter quelque chose de nouveau, une sorte de nouvelle gestion basée sur le privé, secteur privé, envoyer ça dans le secteur public et de pouvoir mieux gérer les projets présidentiels ou bien les projets ministériels. Le bureau de suivi des priorités présidentielles BSPP, créé il y a moins d'1 an, a pour objectif principal d'identifier et suivre les projets prioritaires du chef de l'État. Pour cela, il s'agit de créer une plateforme de collaboration avec tous les ministères sectoriels et les partenaires techniques au travers des BSD et des unités de gestion de projets et de suivre au jour le jour l'évolution de l'exécution de ces projets pour maximiser, optimiser l'impact et le résultat de ces projets. La coordinatrice du BSPP a également indiqué que des projets qui seront entièrement suivis par sa structure sont en cours d'élaboration et seront exécutés avec l'appui des ministères sectoriels. Emploi jeune, toujours avec cette politique de mutualisation des efforts qu'entreprend le gouvernement à travers l'initiative Job and Skill Facility. L'initiative est soutenue par le PNUD, la BAD et l'OIT pour aider les gouvernements à mieux faire face à la question d'emploi. Un premier atelier en lien avec cette thématique a été lancé hier à Conakry par le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. Reportage
Thierno Ousmane Diallo. Pour favoriser la création de nouveaux emplois et aider l'ensemble des acteurs engagés dans le secteur, le gouvernement guinéen, à travers le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi, lance les travaux du premier atelier de renforcement des capacités des acteurs nationaux du système emploi, formation, entrepreneuriat. Cet atelier s'inscrit dans le cadre de l'initiative régionale Jobs and Skill Facility, dans laquelle la Guinée s'est engagée. Cette initiative vise à renforcer les compétences de tous les acteurs qui interviennent dans le système d'emploi, formation et entrepreneuriat, de façon à renforcer les synergies d'action et l'efficacité des dispositifs de création d'emplois décents pour les jeunes, d'insertion, dispositifs d'insertion durable dans l'emploi. Par visioconférence et depuis Dakar, le directeur du bureau régional de l'Organisation internationale du travail a salué l'engagement de la Guinée dans l'initiative Jobs and Skill Facility, une initiative pour laquelle le gouvernement voit une réelle opportunité. Ce projet Job Skills Facility est très important pour la Guinée parce qu'on est dans effectivement une approche, on va essayer de mettre en place des outils qui vont permettre effectivement de renforcer l'employabilité des jeunes à travers notamment une synergie et une coordination avec les différents ministères, mais aussi évidemment des outils qui vont être mis à disposition des jeunes pour leur permettre d'avoir beaucoup plus confiance en eux, aller chercher cet objectif qui est de dire il est possible effectivement de créer de l'emploi en Guinée et de réussir. Le mécanisme vient à point nommé parce que il vous souviendra qu'il y a quelques semaines, nous avons lancé sur commande du gouvernement un programme accéléré pour la création de 20 000 emplois en République de Guinée. Donc ce mécanisme va venir renforcer l'aspect technique et opérationnel de ce programme accéléré, mais aussi nous aider à finaliser la politique nationale de l'emploi. Avec cette initiative, la Guinée va harmoniser ses politiques publiques d'emploi et mieux encadrer les jeunes en encourageant des offres de formation qui garantissent une insertion socio-professionnelle rapide et réussie. Dans l'actualité encore, cette campagne nationale de sensibilisation sur les accidents de la circulation, 150 volontaires sont mobilisés. Ces jeunes ciblent les gares routières pour sensibiliser les usagers sur le respect du code de la route et sur la bonne utilisation des infrastructures routières réalisées par l'État. L'étape de la gare routière de Kagbelin avec notre reporter Aboubakar Diaby. Pour préserver la vie des usagers de la route, une vaste campagne de sensibilisation est ouverte pour freiner les accidents de la circulation. À la gare routière de Kagbelin, l'enjeu est de taille car l'accident tue plus que tout autre phénomène, ont indiqué les agents sensibilisateurs. Les accidents de la route sont devenus une préoccupation nationale au plus haut niveau. Mais ce qu'on peut conseiller à ce niveau, au niveau de Dibreka, puisqu'à Dibreka, ici, il y a les camions qui transportent le sable. Il y a les camions remorques qui vont vers Bokeh. Il y a des camions qui passent ici pour aller vers la forêt, vers le Fouta, vers la Haute-Guinée. Donc c'est de porter leurs casques et sécuriser les usagers qu'ils prennent lors de ces déplacements. Ici, la sensibilisation cible tous les maillons du secteur des transports terrestres de Kagbelin, une localité relevant de la préfecture de Dibreka. Partout, les messages sur le respect du code de la route pour stopper les drames récurrents dans la circulation sont vulgarisés en boucle. En faisant la sensibilisation dans la commune urbaine, nous allons venir dans les gares routières, rassembler les chauffeurs, les dire comment rouler, circuler doucement, ne roulez pas à tombeau ouvert. Et le ministère de la Jeunesse arrive à initier ça pour les sensibilisations pour le code de route, le respect des codes de route. Nous les accueillons à bras ouverts et nous accompagnons aussi vraiment la sensibilisation au niveau des gares routières. Et même nous allons décentraliser dans les communes rurales aussi. Pour désengorger la circulation dans cette zone à forte démographie, les autorités ont entrepris la réalisation d'un échangeur. Cette infrastructure routière est à grande partie construite et sera mise bientôt à la disposition des usagers de la route. Sa bonne utilisation préoccupe déjà ses volontaires. Grâce au leadership de son Excellence le Président de la Transition, les populations vont très bientôt bénéficier de ces bisous, de cet outil qui va permettre de réguler la circulation. Mais avant que cet outil soit mis à disposition,
il faut sensibiliser les populations parce qu'il y aura le passage à piétons, il y aura des feux de signalisation. Par cette initiative gouvernementale, ces agents sensibilisateurs de l'Agence nationale du volontariat jeunesse et de l'Agence de sécurité routière conscientisent la population sur le respect du code de la route et l'utilisation des infrastructures routières comme les passerelles métalliques et les panneaux de signalisation. Bientôt l'évaluation sanitaire de la Guinée. Avant la date prévue pour ce mois de mai, les acteurs de la santé espèrent s'auto-évaluer à Kindia pour un meilleur résultat. Cet exercice est piloté par l'Agence nationale de sécurité sanitaire en collaboration avec ses partenaires techniques. Le reportage Moussa Bangoura. Ces cadres et experts internationaux du secteur sanitaire se retrouvent à Kindia pour un exercice d'auto-évaluation. C'est pour repositionner la Guinée dans le cadre du règlement sanitaire international. Nous avons lancé un appel très pressant à l'endroit de l'ensemble des participants de travailler d'arrache-pied afin que les objectifs assignés soient largement atteints. Celui de renforcer et rehausser le niveau des différents scores, des différents indicateurs du RSI. Tous les pays membres de l'OMS sont appelés à évaluer régulièrement ses capacités pour pouvoir surveiller, préparer et riposter aux épidémies. Deuxième du genre, cet exercice qui s'aligne sur l'approche Une seule santé gravite autour de quelques composantes, à savoir l'évaluation après les épidémies, le rapport annuel du règlement sanitaire international et l'évaluation externe. Il y a les partenaires et puis les cadres du ministère de la Santé, de façon générale le ONELF, qui sont réunis pour évaluer les capacités, les niveaux où se trouve le pays par rapport aux différents scores pour les indicateurs des domaines techniques du RSI. Donc c'est à l'issue de ça que la Guinée va connaître son niveau par rapport aux différents indicateurs au niveau des domaines techniques. Nous, en tant qu'agents de santé, d'avoir des instruments de surveillance, de suivi, de prévention des maladies, des épidémies qui peuvent arriver. C'est un prélude à l'évaluation externe conjointe du règlement sanitaire international, prévu au mois de mai prochain, que ces assises ont lieu. À ce rendez-vous, les experts de l'OMS viendront apprécier et valider ces résultats d'auto-évaluation. Signature de partenariat entre la direction du Fonds de développement social et de l'indigence et certaines structures sanitaires de la capitale. La convention porte sur la prise en charge des personnes vulnérables pour bénéficier des soins médicaux. Reportage Younoussa Tawel Kamara. À travers cette signature, le partenariat est désormais scellé entre la direction du Fonds de développement social et de l'indigence et ces 5 structures sanitaires de la capitale. Il s'agit de la Polyclinique Générale Toumani Sangaré, l'Institut de nutrition et santé de l'enfance, le Centre de transfusion sanguine de Donka, la pharmacie de garde du CHI de Donka et le Centre guinéo-tunisien d'ophtalmologie. L'initiative vise à favoriser la prise en charge rapide des malades vulnérables dans ces structures sanitaires de la capitale. Il nous arrivait parfois qu'il y a certains cas qu'on ne pouvait pas orienter dans les structures sanitaires parce qu'on n'avait pas de partenariat, notamment pour des cas d'indigents qui ont souvent les problèmes d'œil. En plus de ça, et souvent, on rencontrait des difficultés avec le fait de donner du sang à ces malades le plus souvent qu'on recevait. Donc avec la structure de transfusion sanguine, aujourd'hui, ça règle encore ce problème. Et il y a d'autres dimensions aussi avec les enfants. Déjà, les responsables de ces structures sanitaires, signataires de ce partenariat, s'engagent à respecter leur engagement. C'est d'abord une très belle initiative que le Centre guinéo-tunisien, à travers son credo, l'accès à la santé oculaire pour tous. C'est une initiative que nous devons soutenir et ce qui nous a motivés à donner notre accord favorable pour pouvoir signer cette convention. Si nous prenons pas en charge correctement quelqu'un, n'aide pas un indigent correctement à ce qu'on prend en charge son enfant et l'enfant risque de mourir.
Je pense que ça va réduire la morbidité et la mortalité infantile au niveau de notre structure de santé. Nous jouons notre rôle, nous fournissons le sang puisque le sang c'est la vie. Il faudrait que les gens sachent que, bien entendu, c'est un médicament, mais c'est un médicament qui n'est pas comme les autres. Avec ce partenariat, les malades indigents qui seront orientés vers ces structures sanitaires vont bénéficier des soins médicaux devant leur permettre de recouvrer leur santé. Et comme on parle de social, le CNT apporte aussi des denrées alimentaires à une association de personnes handicapées, une manière de soulager cette couche pendant ce mois saint de Ramadan. Reportage Abdoulaye Diallo. Dans ce salon, ces personnes à mobilité réduite pratiquent la couture. Malgré leur handicap, elles produisent divers articles comme des sacs à main et des chemises. Impressionnés par l'ingéniosité de ces artisans, les conseillers nationaux viennent apprécier ce savoir-faire made in Guinée. L'élan qui a été pris par le colonel Mamadi Doumbouya depuis son avènement, avoir une attention particulière sur les personnes vivant avec un handicap, c'est ce même élan qui se transporte aujourd'hui au CNT. Nous avons été impressionnés par ce que ces handicapés, nos frères, sont en train de faire. Ils travaillent comme les hommes sans handicap. Ils développent leur propre activité génératrice de revenus pour prendre leur famille en charge. Pour galvaniser ces créateurs, les conseillers nationaux leur apportent des denrées alimentaires composées du sucre, du riz et autres provisions de première nécessité. Ce geste humanitaire vient aider les membres de l'association pour le futur des handicapés de Guinée à faire face au mois saint de Ramadan. Et c'est une satisfaction, c'est un réel plaisir, c'est une réelle considération. Vous n'êtes pas sans savoir qu'une institution comme la CNT, qui crée la loi de notre République, qui pense à nous, les personnes handicapées, ça c'est immense, ça c'est une satisfaction. L'handicap c'est dans la tête. Moi quand quelqu'un me dit handicap, je ne suis pas fâché, je ne vais pas me fâcher contre toi. Je te prouve que je ne suis pas handicapé. Cette vie associative d'hommes et de femmes artisans vivant avec handicap est un bel exemple qui devrait inspirer surtout les jeunes. En tout cas, le Conseil national de la transition sous le leadership de Dr Dansa Kourouma entend prendre en compte les préoccupations de toutes les couches socio-professionnelles. Il faut dire que le programme de distribution des denrées alimentaires aux familles démunies du pays dans le cadre de la solidarité en ce mois saint de Ramadan se poursuit. Dans la commune de Dixine, les artistes, humoristes et musiciens ont reçu leur sac de riz. Cette assistance humanitaire en denrées alimentaires est l'initiative de la Fondation Tidjane Koïta pour l'aide et le développement. Reportage Nabila Moussa Kamara, Sona Sagno. La Fondation Koïta pour l'aide et le développement poursuit sa campagne de distribution de vivres aux familles démunies et autres catégories sociales dans la capitale Conakry. Après l'étape de Kaloum, où des cadres de la commune et plusieurs familles démunies ont bénéficié des sacs de riz, c'est le tour des artistes humoristes et musiciens de recevoir leur part de riz ici à Belvédère, dans la commune de Dixine. Nous avons remis des sacs de riz à des artistes comédiens dans cette localité-là. Et quand vous prenez Sigiri par exemple, hier nous avons procédé à une remise de 50 sacs de riz aux artistes et comédiens de Sigiri. La même chose à Kanka, à Zérekoré et dans d'autres localités. Mais ça, nous sommes avec le Bureau national de Conakry. C'est sa manière d'exprimer sa solidarité aux artistes en ce mois de pénitence, en ce mois de Ramadan. Cette œuvre de charité accomplie par la Fondation Tidjane Koïta pour l'aide et le développement a pour objectif de lutter contre la précarité dans les foyers. Une assistance humanitaire bien accueillie par les bénéficiaires. Au nom de l'Union nationale des artistes et musiciens de Guinée, nous remercions la Fondation de tout ce qu'ils sont en train de faire. Donc c'est une fierté. Nous remercions M. Koïta pour ce don symbolique, pour ce mois de carême qu'il vient de faire aux artistes. Qui dit les artistes et les griots disent la paix dans un pays. Dans l'optique de voler au secours de leurs concitoyens, en cette période de pénitence, selon les initiateurs, le programme de distribution de 20 000 sacs de riz aux familles démunies va s'étendre à d'autres communes de la capitale Conakry.
Dans l'arrière-pays, après l'incendie survenu le 24 février 2023 à Sikonguéa, dans la sous-préfecture de Colentin, la solidarité s'organise autour des sinistrés. Parmi les donateurs, la Fédération Mounafani de Kindia et son partenaire Child Fund Guinée. Des vivres et non-vivres sont gratuitement partagés aux victimes. Djamokaba, Falilou Diallo. Dans le village de Sikonguéa, le soulagement est palpable après le passage du feu mystérieux. Les familles sinistrées retrouvent le sourire à travers ce élan de solidarité. Des vivres et non-vivres sont distribués pour aider le village à réparer certains dégâts matériels. Nous avons eu des personnes, des ONG qui ont réagi par rapport à ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont appris. Donc s'ils ont remis tous ces vivres-là pour venir remettre à la population de Sikonguéa, c'est à juste titre. Aujourd'hui, nous sommes venus, c'est avec le cœur très serré que nous venons faire la remise de ces vivres à la population de Sikonguéa. Le geste touche 26 ménages de cette localité de la sous-préfecture de Colentin. Il est le fruit d'un appel lancé par les autorités communales. Le message a touché Child Fund Guinée qui a mis des moyens à la disposition de la Fédération Mounafani de Kindia pour soulager les victimes. La fédération aussi n'est pas restée en marche, assez organisée, à travailler avec son partenaire qui est Child Fund Guinée pour faciliter la mise en place d'un dispositif rapide pour permettre aux familles de bénéficier des appuis nécessaires pour la prise en charge psychosociale et matérielle. Child Fund, son existence est bâtie sur le parrainage. Et donc le parrainage des enfants, ce qui veut dire que notre mission est d'accompagner ces familles, ces enfants à être des adultes de demain. Lorsqu'ils sont affectés au cours de leur vie par des événements, cela nous interpelle. C'est pour ça que nous avons réagi rapidement suite à l'évaluation rapide qui a été faite pour accompagner, apporter un accompagnement à l'ensemble des 25 familles qui ont été affectées par ce sinistre. L'incendie a été déclaré le 24 février 2023. Pas de victimes à déplorer, mais le village et ses 340 âmes comptent toujours bénéficier de la solidarité de bonne volonté pour remettre en état les maisons et satisfaire de multiples besoins. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous qui nous suivez du côté de Dalaba comme partout ailleurs dans le monde. Bonne suite de programmes sur la télévision nationale.